Voilà, mes amis, on va commencer donc notre Zoom avec mes amis, mes grands amis et mes élèves africains. Il y a 3000 ans, qu'est-ce qu'a fait Sancheriv? Il a voulu détruire les grandes puissances. Et l'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des Noirs là-bas. Simplement, 1000 ans après, Sancheriv a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec... Il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits que Sancheriv va déporter jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant, je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, nos maîtres comparent la sortie d'Égypte à la sortie d'un enfant du ventre de sa mère. C'est comme si, d'une certaine manière, l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. Et qui confirme de plus en plus ce que j'expliquais déjà dans mes 2 premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains, et qui va se renforcer de plus en plus et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Maintenant, vous comprenez aussi, je l'ai déjà expliqué dans les 2 précédents cours, mais je vais rentrer plus profondément aujourd'hui, vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, parce que bon, il avait tué un Égyptien, il a été condamné à mort, il a fui l'Égypte, mais il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié avec une Africaine. Donc sa première épouse, après il a épousé Tsipora, qui était elle, ce qui correspond aujourd'hui à l'Arabie Saoudite, la fille de Jéthro, mais sa première épouse qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. C'est quelque chose de fou ce que je vous explique. Et je vais expliquer encore d'autres choses que vous allez comprendre. Maintenant, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier, je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire pratiquement humaine, s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique, c'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique
que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes dans le monde, c'est sûr qu'il y a des blancs, des jaunes aussi. Mais parmi, on pourrait dire, la première ligne des puissants athlètes, que ce soit en boxe, que ce soit en course, que ce soit dans tout ce qui est l'athlétisme, etc., ce sont quand même des Noirs. On voit que les Noirs ont une puissance physique inimaginable, surtout dans le domaine de la boxe. Tous les champions de boxe mondiale, pratiquement à une ou deux exceptions près, sont des Noirs. On a eu, comment s'appelle-t-il je me rappelle plus son nom, enfin bon, vous me comprenez, Casley, je sais plus comment son nom, là en ce moment, il y en a un autre aussi en Amérique, je me rappelle plus son nom, mais enfin, vous savez mieux que moi. Il y a une puissance, une force incroyable, on pourrait dire dans la matérialité africaine, et on comprend maintenant pourquoi l'âme d'Israël, en tant que peuple, doit s'unir à l'Afrique quand elle retrouvera sa vraie puissance, car j'ai pas encore expliqué la deuxième partie du cours, parce que de la même manière qu'il faut avoir une âme puissante dans un corps fort, comme on dit d'ailleurs en français, un esprit saint dans un corps saint, je préfère dire une âme forte dans un corps fort, qu'en vérité parmi tous les peuples, ceux qui ont hérité de la puissance du corps plus que n'importe quel autre peuple ou civilisation, c'est précisément les Africains. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, la puissance de l'âme d'Israël va s'unir à la puissance, on pourrait dire, de la réalité matérielle, corporelle de l'Afrique. Et ensemble, ça va donner une civilisation avec une puissance inimaginable qui pourra vaincre le mal, repousser le mal et installer le bien dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, je n'ai parlé que de choses, on pourrait dire, d'un aspect très positif. Mais en vérité, les choses n'ont pas été comme je viens de le dire. Puisque comme on le sait, je l'ai expliqué dans mes deux premiers cours, les deux civilisations qui ont été les plus piétinées, les plus poursuivies, les plus maltraitées, les plus exterminées dans toute l'histoire humaine, c'est les Juifs et les Noirs. Et avec des similitudes inimaginables. Nous, on a été transformés en esclaves, les Noirs n'en parlant pas. Les destructions, les guerres, tout ce qui s'est passé en Afrique jusqu'il n'y a pas tellement longtemps entre les Tutsites et les Hutus, etc. Et on va en parler bien sûr. Donc, il y a et aussi l'exil, puisque de la même manière que les Juifs ont été exilés aux quatre coins de la terre, les Africains sont exilés aussi aux quatre coins de la terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Noirs aujourd'hui. Alors qu'ils avaient un pays d'une richesse inimaginable. J'ai pas besoin de vous dire que le pays le plus riche en ressources matérielles du monde, c'est l'Afrique. Il y a tout là-bas. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a des minéraux, il y a une richesse inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les Africains ont pu être exilés? Comment ont-ils pu être transformés en esclaves? Comment ont-ils pu être piétinés, massacrés, violés? Parce que, comme je dis toujours, tout ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au niveau de l'esclavage en Amérique, c'est complètement censuré. Mais le jour où on retrouvera les archives véritables et qu'on se rendra compte de ce que les Blancs américains ont fait aux Noirs, on se rendra compte que ça a été un véritable génocide. Et je me demande si le nombre de morts parmi les Noirs esclaves en Afrique n'a pas dépassé celui des Juifs pendant la Shoah. Ne parlons pas des viols, ne parlons pas de tout ce qui s'est passé. Les jeunes filles étaient violées, les femmes étaient violées, les hommes étaient massacrés constamment, pendus, torturés à mort, jetés dans des trous dans lesquels on leur donnait pas à manger et ils mouraient de faim s'ils osaient lever le nez contre le maître américain. Et je suis sûr qu'un jour on va s'apercevoir que des millions de Noirs ont été violés et massacrés pendant toute cette période de l'esclavage
en Amérique, ce qui est complètement censuré, personne n'en parle. Parce que malheureusement, ça fait pas si longtemps que ça. Et donc, il y a des points communs inimaginables entre Israël et l'Afrique, comme je l'ai expliqué dans mes 2 précédents cours. L'exil, l'humiliation, le racisme, l'antisémitisme, les massacres, la transformation en exil, la transformation en esclave. Mais c'est pas par hasard, puisque Moshe a épousé une africaine, puisque le peuple juif est né en Afrique, puisque comme je l'ai expliqué à cette époque-là, tous les Égyptiens étaient noirs, c'était avant la transportation de population d'un pays à un autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quantité de civilisation, mais parlons de la dernière, ça dure depuis des siècles, et aujourd'hui plus fort que jamais, la civilisation blanche, occidentale, pourquoi elle veut mettre la main sur l'Afrique? Parce que l'Afrique a des ressources comme aucun pays n'a au monde. Comme on le sait, tous les diamants la plupart des diamants sont en Afrique, l'or, l'argent et quantité d'autres ressources pour faire des médicaments et d'autres choses. La terre africaine est extrêmement riche. Et donc, le monde occidental a voulu s'approprier l'Afrique. Aujourd'hui, comme on le sait, si je me trompe pas, 60%, si pas 70% de l'Afrique est entre les mains des Chinois aujourd'hui. Ça veut dire ils ont tout acheté, toutes les terres, ils ont tout acheté en Afrique. Mais, bon, on pourrait dire en association avec l'Occident aussi, ils se partagent après les bénéfices, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, l'Afrique n'a pratiquement jamais été entre les mains des Africains, en tout cas depuis des siècles et des siècles et des siècles. Par contre, les Africains sont ceux qui travaillent pour les grandes sociétés occidentales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Eh bien, prenons un exemple simple, mes amis, je pense que vous le savez mieux que moi. La guerre, le massacre incroyable entre les Tutsites et les Hutus. Qui était derrière? Qui était derrière? Vous pensez vraiment que ce sont les Africains qui se sont massacrés les uns les autres? Ah oui, c'est sûr que sur le terrain, c'est eux qui se sont coupés en morceaux avec des hachettes. Mais qui était derrière? Mais les Occidentaux. Tout le monde le sait aujourd'hui. Qui c'est qui a provoqué cette guerre? Les Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont besoin d'une Afrique divisée, d'une Afrique en guerre. Ils ont besoin d'affaiblir les peuples africains pour mieux mettre leurs mains sur toutes les ressources et toutes les richesses africaines. Et donc, c'est évident que c'était les Occidentaux qui ont provoqué cette guerre entre les Tutsites et les Hutus. Et combien d'autres génocides qu'il y a eu dans l'histoire entre les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Mais c'est très facile à comprendre. Vous croyez que les chefs Tutsites ou les chefs Hutus, par qui ils étaient payés? Qui leur a ouvert des comptes en banque dans lesquels ils ont mis des millions? Les Occidentaux, évidemment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dictateurs, c'est vrai, en Afrique. Mais pendant des siècles, vous le savez tous et toutes, l'Afrique était remplie de dictateurs. Par qui ils étaient financés, par qui ils étaient payés? Mais par les Occidentaux. Et pourquoi? Dans le but d'affaiblir les peuples africains. Et pourquoi? Dans le but de les affaiblir afin de pouvoir après piquer, prendre toutes leurs ressources. Et on sait très bien, et vous le savez sans doute mieux que moi, qu'à chaque fois qu'on expérimente un nouveau vaccin dans l'OMS, d'accord, qui c'est qu'on prend comme cobaye? On va trouver un village perdu en Afrique, on leur apporte de la nourriture, on leur apporte de l'argent, et on leur dit, en échange de l'argent qu'on vous donne, essayez le vaccin, la moitié disparaissent, et puis comme ça, on expérimente sur les Africains, on expérimente tous les nouveaux médicaments. C'est la grande ressource de cobaye du monde occidental. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains? Exactement la même chose qui se passe avec les Juifs. On les infiltre de l'intérieur, on paye des gens pour les détruire de l'intérieur, pour les affaiblir, et comme ça on leur pique toutes leurs ressources. C'est la meilleure manière de voler quelqu'un, en l'affaiblissant, qu'il n'arrive plus à se protéger, il n'arrive plus à... Et quand l'esclavage a commencé, au tout début de la création de l'Amérique, et qu'ils avaient besoin de gens pour travailler dans tous les champs, etc.,
Mais c'est quoi? C'est les Blancs, ils sont arrivés et puis ils ont dit aux Noirs, allez, ça y est, devenez nos esclaves. Enfin, qui c'est qui va prendre une chose pareille? Ils ont payé sur place des gens, ils leur ont donné des armes, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de revolver, il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas de pistolet. Ils ont pris des groupes d'hommes noirs, ils les ont payés gracieusement, et ils leur ont dit, vous êtes avec nous, et vous allez nous aider à prendre cette population et l'amener chez nous. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'oserais presque dire, et ça me fait très mal de le dire, un petit peu comme dans les camps de concentration, où il y avait aussi ce qu'on appelle les capots. C'était quoi les capots? Ben, c'était des juifs. C'était des juifs qui, pour sauver leur peau, les Allemands leur avaient dit, si vous nous aidez à tuer des juifs, votre femme et vos enfants ne seront pas tués. Et un homme, quand il entend qu'on va tuer sa femme et ses enfants, il perd la tête. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans tous les camps de concentration, que le premier qui était vraiment face aux juifs et qui les fouettait et qui tirait dessus, c'était très souvent des juifs eux-mêmes, qui pour sauver leur peau ou sauver leurs femmes et leurs enfants étaient prêts à tuer leurs frères. Il y a des points de similitude inimaginables entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Afrique. Nous tuer de l'intérieur, nous affaiblir de l'intérieur. Et je reviens à ce que j'explique. Comment les Africains qui au départ étaient tellement forts au point qu'une armée de femmes a repoussé Alexandre le Grand. Comment les Juifs à l'époque du roi David qui étaient tellement forts. Comment on est devenus des esclaves. Comment on est devenus des exilés. Comment on est devenus des gens qui ont été poursuivis pendant des millénaires et qui ont été massacrés, Juifs et Africains. Parce qu'ils ont infiltré à l'intérieur de nous des forces venimeuses, comme le venin du serpent, qui font tout pour nous affaiblir de l'intérieur. Comment qu'on va s'en sortir, mes amis? Comment on va retrouver ce mariage entre nos deux peuples, entre Israël et l'Afrique, qui est l'allusion que Moshe a fait en allant épouser comme première épouse une femme africaine? Comment qu'on va retrouver cette union? Je pense, mes amis, que rien que la réunion de ce soir en est déjà une partie de la réponse. Je voudrais juste terminer par un dernier exemple avant vos questions, mes amis. Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, notre tradition millénaire rapporte qu'en vérité, Dieu, à travers Moshe, a tout fait pour que Pharaon, qui était un noir à cette époque-là, comme j'explique au début du cours, que Pharaon fasse teshuva, ça veut dire qu'il revienne vers Dieu. Et en vérité, c'est la raison pour laquelle, comme on le voit dans tout le récit de la sortie d'Égypte, Moïse avait, d'une certaine manière, beaucoup de respect par rapport à Pharaon. Il ne lui est jamais rentré dedans. Il lui parlait de manière très polie. Et notre tradition rapporte que quand il y a eu la traversée de la mer, Pharaon était là. Et quand il a vu la traversée de la mer, Pharaon est revenu vers Dieu. Il a laissé tomber toutes ses idoles. Et à ce moment-là, c'est lui qui a dit le fameux verset qui est dans le chant de l'ouverture de la mer, Mi chamocha ba'elim Hashem, qui est aussi grand que toi, Dieu du monde. C'est lui qui a dit ce verset-là. C'est-à-dire, c'est lui qui a reconnu la grandeur de Dieu. Et nos maîtres nous disent que cela fait allusion à la délivrance finale, où toutes les nations reviendront vers Dieu et diront, qui est puissant comme toi, maître du monde? Mais moi, ce que je rajoute, c'est qui a dit ça? Qui est le modèle de la délivrance finale au niveau des nations? C'est Pharaon. Et nos maîtres nous disent Pharaon était un Africain, un Noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Mais c'est Pharaon qui a dit, qui est comme toi, Dieu, créateur du monde? Donc vous voyez, mes amis, que finalement, c'est toujours comme ça. C'est les peuples les plus poursuivis, les plus volés, les plus piétinés, les plus humiliés, sales juifs, sales noirs. On a traversé la même histoire. Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que finalement, nous cachons en nous la lumière de Dieu. Et c'est justement parce que nous cachons en nous la lumière de Dieu
que les nations ont tout fait pour nous humilier, pour nous piétiner, pour nous détruire. Mais finalement, au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler, va se réveiller. Et c'est Israël et les Africains qui seront au-dessus de toutes les nations. Et vous verrez que cette chose-là se réalisera avec l'aide du Maître du monde. Donc, encore une fois, pour conclure, je pense que dans l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le travail le plus important, et c'est votre responsabilité aussi, de ramener un maximum de monde et de parler autour de vous, d'amis que vous avez, de suivre les cours de Torah, de comprendre que finalement ces cours de Torah vous renforcent, vous redonnent votre identité véritable, et petit à petit laissons le Maître du monde gérer son monde et voir comment il va se débrouiller pour que les deux peuples les plus massacrés, les plus poursuivis, les plus humiliés de toute l'histoire humaine, qui sont les Juifs et les Noirs, que ces deux peuples-là retrouvent leur force véritable et puissent être les guides de la délivrance finale avec l'aide du Maître du monde. Voilà mes amis.